Champagne sur RCF. Et tout de suite, on va prendre la direction de Châlons-en-Champagne avec en duplex Hubert Cartel qui est présent pour sa chronique Agriviti mensuelle. Bonsoir Hubert. Bonsoir Alexis, bonsoir à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne dis pas trop de bêtises. Si j'invite certains de nos auditeurs à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, j'imagine que Christopher vous a installé la petite caméra face à vous. Ah oui, tout le matériel est en place et on peut me voir, paraît-il. Ah bien, on invite nos auditeurs qui le souhaitent à nous rejoindre sur la page Facebook de RCF Cœur de Champagne pour retrouver Hubert en images et en son. Place maintenant à votre chronique, Hubert. Vous allez nous parler d'une chose que vous aviez déjà un petit peu avancée l'année dernière, puisque vous une loi que vous jugiez très importante, cette loi baptisée tantôt ALIM, tantôt EGalim, voire loi sur l'agriculture et l'alimentation, qui était issue des États généraux de l'agriculture de 2017. Elle portait notamment sur l'équilibre des relations commerciales entre producteurs et grande distribution. Et vous voulez nous en reparler, Hubert? Pourquoi ? Tout simplement, Alexis, parce que les producteurs attendaient beaucoup de cette loi, qui, comme vous venez de rappeler, a pour but de rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs et grande distribution. Et c'était nécessaire puisqu'on connaît la puissance d'achat de la grande distribution. Je rappelle que 7 principales enseignes françaises, donc les grandes enseignes françaises, sont regroupées dans 4 centrales d'achat et qui représentent 90% du marché. Ça, c'est d'un côté, et de l'autre, les producteurs, qui sont en nombre à peu près 17 000 industriels et bien plus de producteurs. Et vous imaginez que quand il faut négocier, eh bien, il y a un certain déséquilibre. Et ce déséquilibre, au fil du temps, eh bien, a fait que dans pas mal de filières, eh bien, les producteurs n'arrivaient plus à vivre de leur travail et certaines productions disparaissent. Et donc, ce qui est en jeu, c'est bien sûr une question de justice dans les relations commerciales, mais c'est aussi une question de territoire, puisque s'il n'y a plus de producteurs dans nos campagnes, eh bien on aura des campagnes qui seront bien plus tristes que celles d'aujourd'hui. Donc voilà la raison pour laquelle c'est important. Alors Hubert, ça c'est surtout l'importance du texte. Votre explication permet de comprendre le terme EGalim, mais pourquoi en reparler? Ça revient d'actualité? Alors justement, oui, l'actualité, c'est que récemment, la loi d'abord était du 30 octobre et elle prévoyait déjà un certain nombre de choses et cette loi disait que les ordonnances viendraient la compléter. Or, figurez-vous que les ordonnances viennent de sortir et ces ordonnances, eh bien, nous permettent d'en savoir un peu plus. On en sait un petit peu plus et j'imagine que vous allez nous dire ce qu'on sait de plus, Hubert. Alors, je vais vous en parler parce que ce qui paraît, la chose la plus importante, c'était le rééquilibrage des relations commerciales. Et les représentants de l'agro-industrie imaginaient que dès le 1er février 2019, date d'application de la loi, il y aurait un transfert d'à peu près 600 millions d'euros vers les producteurs grâce au relèvement des seuils de vente à perte sur certains produits. Or, depuis cette date, il s'est pratiquement rien passé. Alors c'est vrai qu'on était dans le contexte du grand débat et de la question prégnante du pouvoir d'achat, mais la grande distribution n'a pratiquement pas passé les hausses qu'elle devait passer. Et si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'il n'y avait pas de sanction. Or, l'ordonnance qui vient de sortir là, le 25 avril, eh bien, prévoit tout un arsenal juridique qui va permettre aux juges qui seront saisis par des producteurs ou des fournisseurs qui jugent être mal payés, eh bien, qui pourront, les juges, utiliser des choses qu'ils ne pouvaient pas utiliser jusqu'à présent, qui sont par exemple les coûts de production ou des références économiques des filières, et qui sanctionneront les acheteurs qui imposeront des prix jugés trop bas. Et donc, c'est une véritable innovation, parce qu'aujourd'hui, on peut penser que le rééquilibrage va pouvoir se faire. Pensez-vous que ça marchera, Hubert, justement? Alors, en théorie, moi je pense que la loi est plutôt bien construite, mais il faut bien se mettre dans la situation pratique dans laquelle on va être, qui est celle d'un fournisseur qui estime qu'il est mal payé et qui va devoir attaquer son acheteur devant un juge. Alors imaginez que ce qui se passera par la suite et la crainte d'un déréférencement sera sans aucun doute là. Et puis il y a un petit doute parce que c'est pas la première fois qu'on essaie de rééquilibrer les relations commerciales et clairement ça n'a pas marché par le passé. Mais cette fois-ci, il y a des vraies menaces qui sont données et un pouvoir qui est donné aux juges. Et puis il y a également un pouvoir qui est donné, un pouvoir judiciaire qui va être donné au contrôleur du ministère de l'Agriculture. Mais très curieusement,
ce qui n'était pas prévu à l'origine, une difficulté est apparue pour les coopératives agricoles. Quelle est cette difficulté, Hubert? Alors c'est un peu compliqué, mais cette loi ne fait pas la différence entre les acheteurs, par exemple les centrales d'achat, et les coopératives agricoles quand elles achètent un agriculteur, et qui sont aussi des acheteurs. Et on peut penser, et en tout cas les responsables de la coopération, imaginent que certains producteurs, estimant qu'ils ne seront pas assez payés pour couvrir leurs coûts de production, attaqueront la coopérative. Et donc les coopératives sont le premier maillon des chaînes de commercialisation, et elles craignent qu'avec cette loi, il y ait de nombreuses procédures engagées par des producteurs qui n'y trouveraient pas leur compte. Et donc, il y a là une réserve de la part des responsables de la coopération. Et le législateur, lui, n'a pas vu qu'il y avait ce risque, justement? Mais je pense qu'il l'avait vu, et ceux qui ont élaboré la loi pensent que la loi va se suffire à elle-même et qu'elle sera suffisamment puissante pour que, partant d'un prix donné par le dernier maillon, celui qui est juste avant le consommateur, qui sera donc un prix qui sera le bon, eh bien, s'il est bon, il va être bon sur l'ensemble de la chaîne de distribution. Et à l'origine de la chaîne de distribution, en amont, on va retrouver un producteur. Et donc, si le prix est in fine bon pour le consommateur, il sera forcément bon pour le producteur. Et donc, le législateur a pensé que, de ce fait, le risque était que théorique. Et donc, le risque de voir attaquer la coopérative était pratiquement nul de son point de vue. Mais on le sait bien, le législateur était devant une difficulté qui est celle que dans une économie libérale, on ne peut pas seulement faire un texte contre la grande distribution, bien évidemment. Mais alors Hubert, pourquoi les responsables de la coopération agricole réagissent-ils? Alors parce que ces ordonnances n'évoquent pas que cette question des prix bas. Ils considèrent que d'une part, que la loi qui ouvre la possibilité à un producteur d'attaquer sa coopérative est contraire à l'esprit même de la coopération, qui place la coopérative dans le prolongement de l'acte de production. En gros, quand une coopérative vend, c'est tout comme si c'était le producteur qui vendait lui-même. Donc le producteur ne peut pas s'attaquer lui-même. Mais en plus, dans cette loi, il y a un certain nombre de choses qui visent les coopératives, et en particulier le fait que dans une coopérative, quand on adhère, il y a un engagement total de apporter la totalité de sa production pour une durée déterminée. Or, ceci est remis en cause. Et en plus, il y a des dispositions qui inquiètent considérablement les coopératives pour ce qui concerne les activités qui sont les leurs. Et donc, notamment, dans cette affaire-là, vous savez qu'il y a un grand mouvement de réduction des doses en matière de pesticides, et les coopératives sont visées parce qu'elles étaient organisées pour être à la fois les conseils des agriculteurs pour la conduite de leur culture et en même temps les fournisseurs. Or, la loi va interdire à partir du 1er janvier 2022 les deux activités dans la même structure. Et donc il y a 4000 à peu près technico-commerciaux des coopératives qui vont devoir revoir complètement leur organisation et leur métier. Et donc ça, c'est véritablement une inquiétude pour l'ensemble du monde coopératif. Ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle ordonnance, c'est ça? Alors l'ordonnance, elle est déjà sortie, elle est déjà très claire, à la fois pour permettre aux coopérateurs de sortir plus facilement des coopératives et de ne plus avoir d'engagement total, et en même temps pour empêcher les coopératives de faire du conseil en même temps que d'être fournisseurs des agriculteurs. Une mesure qui s'appliquerait donc dès le 1er janvier 2022, c'est ça? 2022, voilà. Et donc, ça risque de faire un petit peu de bruit dans le Landerneau. Alors, du bruit dans le Landerneau, très belle expression, parce que justement, vous savez que la coopérative du Landerneau, Alexis, c'est une des coopératives les plus anciennes qui a été faite en France en 1911. C'était Auguste de Boissanguet, et cette coopérative a été mise en place suite à l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII, et elle s'appelait l'Office central de Landerneau. Et cette petite coopérative est devenue très grande, puisqu'au fil de ses extensions, elle est devenue Copagri Bretagne, et en 2010, Triscalia, et elle regroupe aujourd'hui 20 000 adhérents, rendez-vous compte, 6 000 salariés, 300 implantations en France. Et pour la petite histoire, et c'est vraiment pour la petite histoire de Landerneau, il faut savoir que l'épicier de Landerneau, ancien séminariste Édouard Leclerc,
eh bien, était comme chacun de nous le fondateur de la grande enseigne. Donc vous voyez que les producteurs et la grande distribution ont toujours fait une forme d'œcuménisme à Landerneau. N'est-ce pas étonnant? C'est vrai que c'est assez étonnant. Merci beaucoup Hubert Cartel d'avoir été en direct avec nous dans le 18-19 en Champagne. Eh bien, bonsoir à tous.